Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre. Nous sommes le 23 mars 2018. Voici les titres de ce 13h. Les élections sénatoriales auront lieu demain samedi 24 mars. La campagne électorale, elle, s'est achevée hier sur l'ensemble du territoire national. Ces sénatoriales concernent les 31 régions et 2 districts du pays à raison de 2 sénateurs par région et par district. Ce 23 mars, c'est la journée internationale de la météorologie et à cette occasion, le gouvernement fait le point de la situation du climat en Côte d'Ivoire. Gouvernement qui annonce des mesures pour tenter de freiner le réchauffement climatique. Les institutions de microfinance constituent un levier de développement économique par la promotion de l'entrepreneuriat. Et pourtant, elles ne jouent pas toujours ce rôle auprès des ménages. Nous ferons une incursion dans ce secteur qui, après une chute fulgurante, reprend son envol. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Les élections sénatoriales auront lieu demain samedi 24 mars. La campagne électorale s'est achevée hier sur l'ensemble du territoire national. Ces sénatoriales concernent, je l'ai dit, les 31 régions et 2 districts du pays à raison de 2 sénateurs par région et par district. Le conseil électoral, je le rappelle, est composé des conseils municipaux, des députés et les conseils régionaux. Nos reporters sont déployés dans toutes les circonscriptions électorales pour des comptes rendus fidèles. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. L'entretien a permis de faire un tour d'horizon des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation. Mactar Diop a annoncé que la Banque mondiale va octroyer $1 milliard de financement à la Côte d'Ivoire pour son développement. C'était au micro de Jérôme Kofi Abola. Les relations toujours au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, parole du vice-président pour l'Afrique de cette institution à la suite d'un entretien ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Mactar Diop annonce que la Banque mondiale, dans cette optique, est déterminée à soutenir le secteur de l'anacarde et la filière cacao. Il s'agit pour la banque de 2 projets importants à hauteur de $500 millions. Dans le domaine de l'agriculture, nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale très bientôt un projet de $200 millions pour appuyer l'anacardier. C'est une production importante en Côte d'Ivoire qui permet de faire une diversification de la production agricole. Plus tard, au cours de l'année calendaire, nous présenterons un autre projet de $300 millions pour appuyer la filière cacao, qui, comme vous le savez, est une filière importante. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique annonce aussi que le groupe mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire au cours de cette année fiscale qui prend fin en juin prochain une enveloppe d'environ $1 milliard pour l'appuyer dans ses efforts de développement. Mactar Diop est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours. Elle sera l'occasion pour lui de lancer l'initiative Sport pour le développement lors du lancement du championnat national du football féminin à Abidjan. À l'occasion de la journée internationale de la météorologie, le gouvernement fait le point de la situation du climat en Côte d'Ivoire et des mesures sont annoncées pour tenter de freiner le réchauffement climatique. Si les statistiques d'une étude de la Sodexam annoncent un réchauffement de 0,8 degrés pour 2017, le ministre Amadou Koné indique que des mesures seront prises pour soutenir la Sodexam dans sa tâche. Le gouvernement entend mettre en place un système de vigilance et d'alerte afin d'éviter les catastrophes naturelles et protéger le secteur économique des aléas climatiques. On écoute le ministre Amadou Koné, il s'exprime au micro de Mariam Sissé. Cette année, la célébration de la journée météorologique mondiale a pour terme être prêt, paré et avisé pour le temps, le climat et l'eau. Le bilan climatique pour l'année 2017 élaboré par la Sodexam donne les caractéristiques du climat national en ces termes. Au niveau des températures moyennes, nous notons un réchauffement du climat en Côte d'Ivoire d'environ 0,8 degrés Celsius par rapport aux 50 dernières années. La température moyenne enregistrée en 2017
se situe à 27,2 degrés Celsius, alors qu'elle était de 26,4 degrés Celsius depuis 1961. La situation pluviométrique en 2017 de la Côte d'Ivoire, quant à elle, a enregistré des déficits de 25 à 30% à l'est et au centre-ouest, tandis que des excédents de 45% s'observaient au sud-ouest. Enfin, nous notons le décalage du calendrier agricole dû aux effets du changement climatique, avec une réduction des saisons culturelles en nombre de jours. La Côte d'Ivoire, dans son ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020, a donc besoin d'améliorer la qualité des services météorologiques et climatiques vers les usagers. Cette amélioration nécessite d'une part la mise en place d'un système de vigilance, d'alerte afin de réduire les risques de catastrophes naturelles et améliorer la résilience des secteurs économiques face au changement climatique, et d'autre part, le pays devra acquérir des radars météorologiques pour le suivi à temps réel des phénomènes climatiques afin d'informer les autorités à l'avance. Et les effets des changements climatiques sont durement ressentis par les populations, mais surtout celles en zone rurale, et cela à cause des mauvaises pratiques liées à l'exploitation forestière, dont les fertilisants, entre autres. Le réseau des experts africains pour les forêts, l'agriculture et la lutte contre les changements climatiques veut créer un cadre de concertation avec toutes les personnes ressources pour informer et sensibiliser les populations cibles sur des pratiques durables. Et à cet effet, des journées consacrées au changement climatique auront lieu en juin prochain. Les précisions de Franck Quadio. La combustion des énergies dites fossiles ou simplement le feu de bois, l'usage de fertilisants, des actions quotidiennes des populations en zone rurale à la réalité au nombre des causes de la dégradation de notre écosystème et par extension de la couche d'ozone, source de dérèglement climatique. Cette responsable d'association des femmes dit connaître bien quelques conséquences. Moi-même, j'ai été victime de la fumée. Actuellement, je ne dois plus me mettre auprès du feu. Ils n'ont pas les moyens pour acheter le gaz butane. Et même ça manque dans nos régions. Et la préoccupation reste la même à chaque grande rencontre internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons croiser les bras pour périr. Il faut des cadres de concertation. La population, c'est-à-dire la communauté qui vit les effets de la dégradation de l'environnement, du réchauffement climatique, nous allons identifier un certain nombre d'acteurs. Ce sont ceux des zones rurales confrontés à certaines réalités. À leur côté, intégrer des acteurs de développement pour sensibiliser aux bonnes pratiques. Il faut qu'il y ait une action concrète envers nos populations. Des micro-projets à impact rapide qui vont améliorer la qualité de vie. Bon, il faudrait que nous puissions, nous en tant qu'élus et en tant qu'acteurs de développement, assurer une certaine continuité de l'action. Une initiative qui guide l'action du réseau des experts pour les forêts, l'agriculture et la lutte contre les changements climatiques, qui lancera bientôt les premières journées africaines du changement climatique, de l'agriculture et des forêts. Il faut qu'on prenne des dispositions pour apporter des solutions simples, pratiques, qui puissent améliorer le cadre de vie de nos parents, de nos populations. Offrir un foyer amélioré à une épouse, ça règle beaucoup de problèmes de destruction de la forêt et d'amélioration de la pluviométrie. Donc ces journées-là vont être un cas de concertation, de réflexion et de recherche de solutions aux problèmes qui nous menacent quotidiennement. Une journée consacrée donc au changement climatique qui aura lieu dans le mois de juin 2018 à Yamoussoukro. L'on a célébré hier la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre avec l'ensemble des acteurs de l'eau. Une rencontre dont l'objectif était d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de l'eau et promouvoir la gestion durable des ressources en eau. On retrouve Grace Kando. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 570 ouvrages de retenue d'eau réalisés en faveur de l'agriculture, de l'élevage et de la production d'énergie.
Dans le secteur de l'hydraulique humaine, les investissements ont permis d'atteindre les taux de couverture de 67% en milieu urbain et moins de 60% en milieu rural, selon le Partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire. Malgré ces efforts, le problème d'une gestion équitable des ressources en eau demeure. Des efforts sont faits au niveau de certaines structures telles que la SODECI ou de l'ONEP, mais force est de constater que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas de l'eau dans leur robinet et ils sont obligés d'aller dans les puits. Le document de politique nationale de l'eau n'est pas validé. Le plan national d'action stratégique, le plan national d'action pour la gestion intégrale de l'eau à Côte d'Ivoire n'est pas non plus validé et que sur ces plans-là, au niveau des eaux souterraines, il y a beaucoup de problèmes qui se posent en ce moment, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, et qu'il y a lieu de prendre des mesures idoines pour permettre aux différents acteurs de disposer de l'eau en permanence sur toute la période de l'année. À l'occasion de cette journée dédiée à l'eau, le Partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire initie une rencontre avec les parties prenantes. Objectif : promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Il nous faut une station d'épuration afin de récupérer l'eau pluviale et l'eau usée, mais recyclée comme on le fait dans les pays développés, de manière à ce que la nappe se repose. Des solutions pour l'eau basées sur la nature et quelle stratégie pour une gestion rationnelle des ressources en eau, des thématiques débattues entre autres au cours de cette rencontre. Le directeur général des cultes informe l'opinion publique et la communauté musulmane, notamment les candidats à l'édition 2018 du Hajj, que le quota de pèlerins du contingent étatique est atteint ce jeudi 22 mars 2018. En conséquence, les inscriptions au niveau étatique sont arrêtées. Le directeur général des cultes, par la même occasion, invite l'opinion publique et la communauté musulmane à la vigilance vis-à-vis d'éventuelles personnes qui pourraient se proposer d'obtenir des places dans le contingent étatique à leur profit. Toutefois, il informe la communauté musulmane de la disponibilité de 1800 places auprès des organisateurs privés du Hajj. Signé des mains du directeur général des cultes, Messamba Bamba. Libre ensemble, c'est un concept qui vise à promouvoir l'amour de la liberté, l'amour de la vie, l'amour de la paix, de la diversité et de la solidarité. Il a été lancé par la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, le 16 mars 2016 à Paris, et l'initiative a pour but de freiner la montée du terrorisme et la radicalisation des jeunes. Un concept que le ministère de la Culture et de la Francophonie et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, en collaboration bien sûr avec la Commission nationale de la francophonie, recommande à la jeunesse ivoirienne. C'est ce que nous dit Ouattara Amadou Walter. Des centaines de jeunes prennent part à la campagne de sensibilisation contre plusieurs maux qui touchent la jeunesse francophone. La radicalisation, le banditisme. Lutter contre le radicalisme des jeunes tout en les invitant à cultiver la paix et la solidarité, tel est l'objectif du concept Libre Ensemble. Un concept qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de la francophonie. Il a été créé pour rapprocher davantage la jeunesse francophone autour des valeurs morales et de leur prise en charge. Ce concept du Libre Ensemble qui finalement met la jeunesse face à ses responsabilités, met la jeunesse face à son avenir et met la jeunesse face à ses revendications pour y trouver des solutions. La procession partie de la Sorbonne s'est achevée à l'hôtel du district où des communications ont été dispensées. L'initiative est placée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie dans une mise en œuvre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique en collaboration avec la Commission nationale de la Francophonie. L'objectif de ces ateliers est de promouvoir les valeurs du libre ensemble auprès des jeunes leaders en vue de leur contribution effective à la paix, à la cohésion sociale dans leurs communautés respectives. Invités à s'approprier le concept Libre Ensemble, les jeunes se sont engagés à contribuer à l'atteinte de l'objectif. Lorsque vous êtes solidaire, lorsque vous vous respectez, lorsque la justice fait son travail, je pense pour ma part qu'il n'y a pas de frustré et par conséquent, personne ne voudra atteindre à la vie de son prochain puisqu'ensemble, ils travaillent et ils composent.
C'est autour du thème « La Côte d'Ivoire dans une vision libre ensemble » que les panélistes ont édifié et échangé avec la jeunesse. Cristallographie et développement, quel impact pour l'Afrique? C'est le thème de la rencontre scientifique qui se tient depuis hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et ce jusqu'au 31 mars prochain. Hier, les chercheurs ivoiriens ont pu inaugurer le pôle scientifique et d'innovation de Bingerville avec l'acquisition de matériel. Il s'agit de diffractomètres, poudre et ménocristal, des appareils qui vont servir à booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la médecine traditionnelle. C'est ce que nous dit notre reporter Issa Chonayeo. Une grande première en Afrique de l'Ouest, notamment pour le monde universitaire. 2 appareils, le diffractomètre poudre et le monocristal, remis au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville de l'université Félix Houphouët-Boigny en présence du prix Nobel de chimie 2011, Dan Setchman. Cette acquisition va booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous les domaines de la science sont pris en compte, notamment la médecine traditionnelle. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de plantes médicinales. Donc si nous arrivons à faire les structures des molécules que contiennent ces plantes médicinales-là, nous serons à même d'expliquer pourquoi ces molécules agissent. L'ambition de l'université Félix Houphouët-Boigny, participer activement au développement du pays, un développement qui passe par une recherche scientifique bien outillée. La cristallographie intervient dans pratiquement toutes les industries aujourd'hui. Donc vous voyez que si nous avons cette capacité-là, au niveau de l'université, de porter notre regard sur ces éléments-là, fatalement, nous contribuons au développement de notre pays. Bon, le message que je voudrais lancer à l'endroit de tous les chercheurs ivoiriens, il faudrait qu'ils puissent s'approprier ces nouveaux instruments, qu'ils puissent les utiliser afin de mener à bien les recherches. Ce don de l'Union internationale de la cristallographie, de l'UNESCO et de Bruker est d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Et on reste dans les locaux de l'université Félix Houphouët-Boigny où Christiane Taubira a été l'invité spécial de la première édition du forum dédié à la jeune étudiante, forum qui se tient du 22 au 24 mars prochain. C'est à l'initiative de Audace Côte d'Ivoire, l'ONG appui au développement de l'art, la culture et l'éducation en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Femmes, déjà demain, voilà le thème de cette première édition du forum dédié à la jeune étudiante. Il s'agit de sensibiliser la jeunesse estudiantine féminine sur les grandes questions inhérentes à sa formation et la préparer à mieux aborder la vie professionnelle à venir. Le témoignage de Sephora Zegui et Franck Quadio. 35% de filles sont inscrites dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, alors que les femmes représentent 48% de la population. Selon une étude menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les filières scientifiques et technologiques accueillent seulement 16% de filles et 2% ont le bac scientifique. Un écart que l'ONG Audace Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, veut remettre à une juste proportion. La politique de gratuité à l'école primaire, la politique de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, qui ont permis d'améliorer de façon sensible le taux de scolarisation de la jeune fille, qui est passé de 77% en 2010 à 89% en 2014, et puis l'ouverture de tous les corps de métiers et emplois de la fonction publique et militaire aux femmes. Il apparaît donc clairement que la femme ivoirienne est prise en compte au plan juridique et institutionnel et au niveau des actions. Nonobstant ces avancées, il reste encore un grand défi à relever. Nous pensons que les jeunes filles scolarisées sont souvent oubliées. On pense à la jeune fille en milieu rural, la jeune fille en difficulté, mais nos jeunes étudiantes ont des problèmes spécifiques de profil de carrière, de choix de filière. On espère qu'au sortir de ces panels, nos filles vont se poser les bonnes questions et changer peut-être de comportement et évoluer. Pour y parvenir, un invité de taille venu de France, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, a dit aux jeunes étudiantes de mieux mettre en valeur leur potentialité.
Rappelez que nous avons tellement de figures en référence que nous saurons affronter toutes les difficultés que nous avons en face de nous. Ensuite, que pour affronter ces difficultés, il faut que nous soyons, les filles, les garçons aussi, en mesure d'avancer dans la vie, donc d'apprendre, de nous instruire et de faire des choses. Et puis enfin, ne pas douter de nous. Redonner confiance. Confiance aux filles, confiance aux garçons. Moi, je crois vraiment que dans la société, les filles, les garçons, il est essentiel que nous nous élevions ensemble. Première concernée. Les étudiantes se disent prêtes à investir tous les domaines d'activité. J'ai retenu au sortir de ce forum que la jeune fille a également des compétences. Nous-mêmes, en tant que femmes, nous pouvons travailler notre assertivité pour valoriser nos compétences féminines, pour valoriser également nos valeurs, tout en gardant l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pendant 3 jours, les étudiantes venues des universités et grandes écoles d'Abidjan de l'intérieur vont prendre part à des conférences et expositions sur des thématiques sur l'éducation, la santé, le droit et l'économie inhérents à la condition de la jeune fille étudiante. Euphrasie Yao, la conseillère spéciale du président de la République chargée des questions de genre, s'est entretenue récemment avec Aïda Ndiaye Riddick, la coordonnatrice nationale du programme Compact MCC. L'objectif de cette rencontre était de créer une dynamique stratégique entre les deux instances pour assurer de façon effective l'inclusion financière et sociale des femmes en Côte d'Ivoire. Mariam Sissé et Grace Kando. Diagnostic des fonctionnaires et partage d'expériences, la chaire UNESCO a eu une séance de travail avec la coordination du programme Millennium Challenge Corporation MCC Compact. Cette rencontre en marge de la Journée internationale de la femme visait à l'élaboration de pistes pour apporter des solutions à la question de l'autonomisation et de l'inclusion sociale des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Avec le MCC, nous allons collaborer à la fois au niveau stratégique pour aider à faire passer les instruments juridiques qui manquent à la Côte d'Ivoire pour aller à l'émergence, mais aussi pour aller directement sur le terrain et répondre aux besoins sexo-spécifiques des populations. Occasion pour la coordinatrice nationale du programme Compact de rappeler l'importance de la prise en compte de l'inclusion sociale dans la question du genre. Pour Aïda Ndiaye Riddick, l'heure est maintenant à l'action. C'est vrai qu'on reste théorique en parlant de genre, nous voulons être pratiques et donc s'assurer que les investissements atteignent effectivement les femmes, les jeunes filles, plus largement les jeunes et les populations vulnérables. Au thème de cette rencontre, des perspectives pour améliorer les conditions des femmes et des jeunes filles, les deux entités se sont engagées à une synergie d'action et d'activité. La chaire ainsi que le programme MCC Compact, notons-le, assument des rôles de centre de réflexion sur les thèmes prioritaires, à savoir l'égalité des chances des populations. Les institutions de microfinance constituent un levier de développement économique par la promotion de l'entrepreneuriat. Et pourtant, elles ne jouent pas toujours ce rôle auprès des ménages. Entre méfiance, abus de confiance et faillite, ces établissements financiers sont à la recherche d'une nouvelle crédibilité au point que la part du marché est estimée aujourd'hui à seulement 6%. Heureusement, l'État est regardant, le gouvernement a engagé des mesures d'assainissement et le secteur gagne de plus en plus en dynamisme. La microfinance en Côte d'Ivoire, état des lieux d'un secteur qui redécolle. C'est un dossier signé Lanciné Bakayoko. Patrick, jeune travailleur, fait parallèlement de petites affaires. Ce matin, il a rendez-vous dans cette agence de microfinance située à Cocody. Après les formalités d'usage à l'entrée de l'édifice, il s'adresse à l'accueil. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vais bien chez vous. Ok, je venais vous voir ce matin pour une opération. D'accord. Vous faites quelle opération? Bon, c'est à la caisse. À la caisse. Vous allez à la caisse 2. C'est juste là. La caisse 2. Merci. Voilà donc Patrick au guichet. Voilà, je voudrais faire un retrait pour mes projets. Cette somme qu'il vient d'encaisser va lui permettre de développer son activité. Nous avons difficilement accès au crédit avec les banques classiques. Voilà, avec les microfinances, c'est plus facile. Le microcrédit, c'est avant tout l'opportunité pour des ménages modestes, habituellement exclus du système bancaire traditionnel, de bénéficier de prêts de faible montant, leur permettant de créer et de financer leur activité génératrice de revenus.
Ces ménages modestes, prêts à solliciter les services de la microfinance, se comptent parmi les travailleurs du privé, de l'informel et même au sein des fonctionnaires. Mais les femmes sont les premières bénéficiaires. Pourtant, aider vendeuse d'Atieke à Dabou n'a pas le cœur à solliciter ce prêt. Je ne suis jamais allée dans une usine microfinancière. Donc, je cherche quelqu'un pour m'aider. En réalité, aider a un mauvais souvenir de la microfinance. Par le passé, elle a été grugée par des promoteurs véreux. Quand je vendais à Yopougon, j'ai mis mon argent là-bas, je n'ai pas pu reçu pendant la crise. C'est resté comme ça. La crainte d'aider est d'autant justifiée que beaucoup de clients des institutions de microfinance ont fait les frais de l'irresponsabilité de certains promoteurs qui ont pris la fuite après avoir baissé le rideau. Mais la série de réformes entreprises depuis 2012 a permis d'assainir le secteur avec la fermeture de nombreuses sociétés, 136 au total. Hélène Dolo, directrice de la microfinance au niveau de l'administration du Trésor public, a participé aux réformes. Pour faire de la microfinance, il faut avoir une autorisation. Et l'autorisation est donnée lorsque vous avez montré votre capacité à gérer adéquatement les dépôts des populations et également à leur faire des crédits dans des conditions vraiment satisfaisantes. Donc la première phase de l'assainissement a consisté à fermer vraiment les institutions qui n'avaient pas d'autorisation. À ce jour, seulement 53 microfinances sont autorisées à exercer sur l'ensemble du pays. Toutes ces institutions-là, on peut l'affirmer, offrent dans des conditions de sécurité optimales des services d'épargne, de crédit et d'autres services de monétique aux populations qui n'ont pas accès aux banques. Georges Kwasi, lui, est le responsable d'une structure de microfinance. Pour accroître l'attractivité de son entreprise, il a mis en place un éventail de services financiers allant de la fourniture de micro-prêts pour l'appui d'une activité productive ou de l'auto-emploi au régime d'épargne au bénéfice d'acteurs économiques comme aidés. En termes de dépôt, ce qu'on appelle le e-banking, les transferts d'argent, tous ces produits-là, les institutions les ont. Nous allons en débattre et voir quels sont les défis à relever pour l'avenir de la microfinance dans cette digitalisation de notre métier. Et enfin, la microfinance, et encore, c'est plus inclusif, et la finance rurale. Quelques conseils tout de même à tous ceux qui veulent contracter un micro-prêt. Il faut que les Ivoiriens sachent que quand quelqu'un va vers eux pour parler d'argent, il faut leur poser la question de savoir, avez-vous l'agrément de l'État pour en parler? Est-ce que si aujourd'hui mon argent est chez vous et qu'il disparaît, est-ce que je peux aller voir les autorités pour me plaindre, pour me faire rembourser au taux que la loi permet de rembourser? L'autre fait marquant du secteur est la restructuration de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit, UNACOPEC, le plus vaste réseau de microfinances qui détient environ 63% de parts du marché. Je pense que c'est l'une des institutions qui a la meilleure représentation sur le territoire national avec plus de 130 caisses dans les localités les plus reculées, d'où la nécessité pour l'État de l'accompagner pour continuer à offrir dans des conditions optimales les services aux populations ou dans les localités où il n'y a pas de banque, il n'y a pas la poste non plus pour offrir ces services financiers. Résultat de tous ces efforts, l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence des firmes internationales, et un regain de dynamisme en phase avec l'embellie économique de ces dernières années. Quant au portefeuille client, il s'élève à 1 447 258 pour un taux de pénétration d'environ 26%. Désiré Tanoé, directeur exécutif de la fêtière des systèmes financiers décentralisés, ne cache pas son enthousiasme. Le secteur est d'une façon générale en pleine évolution, surtout avec l'arrivée des Greenfield, mais également des structures nationales qui innovent en matière d'offres de produits et de services à leur clientèle. Au 30 septembre 2017,
Les dépôts au niveau de la microfinance s'élevaient à 250 milliards de francs CFA pour 250,3 milliards de crédits accordés. Avant de refermer ce journal, sachez qu'une prise d'otage est en cours dans un supermarché de Trèbes dans le sud de la France depuis environ 10 heures, temps universel, et a fait au moins 3 morts et 2 blessés selon un bilan provisoire. Le responsable se revendique du groupe État islamique selon les autorités judiciaires. Plus tôt dans la matinée, un homme armé a par ailleurs blessé par balle un CRS à Carcassonne, non loin de là, sans qu'on sache si les 2 actions sont liées. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochains journaux. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, cliquez sur notre application RTI Mobile ou sur rti.ci et bonne journée sur la chaîne Kirasa.